Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi. Alors attention, édition spéciale Equité All-Star. Vous avez reconnu, j'espère, mon imitation absolument nulle en fait d'une personne de chez Equité. Je vous laisse faire la devinette. Et aujourd'hui, on va parler de trucs qu'on aime bien. Une thématique qui est ultra centrale pour nous, les agilistes. Priorisé par la valeur, à l'arrache ou quoi ? Grande question. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Caroline. Ça va, Caro ? Hello, ça va? Bonjour tout le monde. Qui es-tu ? C'est la grande question. Alors, comme c'est All-Star Equité, forcément, c'est Equité. Pas de surprise, donc je travaille chez Equité. Voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Du coup, moi, c'est Caroline. Donc, je suis product owner depuis quelques années. Je ne suis pas issue du métier d'informatique de base, mais plutôt du côté métier. Et je me suis prise d'amour pour l'informatique en travaillant aux côtés de tous ces techniciens d'année en année. Et j'ai atterri dans le milieu. Du coup, il y a quelques années, à tes côtés d'ailleurs, Johan, Oui, au démarrage, exactement. pour Exactement. finir par prendre mes petites ailes et voler par moi-même. Ouais, et Donc, euh, moi, j'aime bien, tu sais, le côté passionné. En fait, c'est fou qu'on triche pas chez Equité, vraiment. Ça, c'est on la ne triche passion du pas. truc, quoi. C'est certain, en tout cas, les collègues et moi, je pense qu'on est tous passionnés par au moins un petit peu d'informatique, beaucoup d'autres choses aussi. Exactement. Pour parler du sujet, déjà, le premier truc, c'est prioriser par la valeur. C'est quoi pour toi en tant que PO ? C'est quand même super important, en tout cas, pour un product owner, product management. Enfin, on s'en fout, mais en tout cas, on va parler de product owner. C'est quoi la priorisation par la valeur ? Ok, la valeur, en gros, pour un product owner, c'est un petit peu un fourre-tout quand on parle de valeur, parce que, en fait, pour le product owner en lui-même, ça ne veut rien dire. Mhm. Pour moi, la valeur, ouais, elle a une définition. C'est au niveau agiliste, ça va être l'impact positif et mesurable d'une fonctionnalité. Donc ça, tout le monde est raccord là-dessus. Par contre, il faut que ça soit travaillé au niveau du collectif. Pour Ouais. moi, un PO ne peut pas travailler de la valeur seule. Et la définition même de la valeur, celle que je t'ai donnée avant, donc un impact positif et mesurable, ça, c'est vraiment le global, quoi. Mhm. Le PO, il doit venir, en fait, collectivement, avec son entreprise, ses parties prenantes et toutes les personnes qui vont venir travailler la priorisation avec lui. Donc, définir, en fait, ce qu'est la valeur avec ce Mhm. collectif et ensuite se baser vraiment dessus pour faire de la priorisation. Ça, c'est la grande difficulté, tu sais, avec la valeur, en fait, c'est de se dire la valeur d'une équipe, en fait, n'est pas nécessairement la valeur d'une autre. Il peut y avoir des accroches communes, etc. C'est normal, en fait. Enfin, mais ça, c'est souvent important de le garder en tête et peut-être d'appuyer sur ce point-là, c'est de dire, déjà, on peut pas, enfin, c'est compliqué d'aller comparer, et se dire, oui, assurez-vous qu'en fait, la valeur portée pour l'ensemble de vos utilisateurs, elle soit bien comprise, elle soit bien alignée. Potentiellement, ça peut bouger. C'est déjà, en fait, c'est vrai que cette notion-là, elle est super importante à avoir en tête. Et après, il y a la notion de prioriser, en fait, par rapport à cette valeur. Déjà, si tu n'as pas ce cadre-là de base, je pense que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Vraiment, au niveau de la valeur, je veux, en tout cas, dans mes différentes équipes où j'ai bossé, je veux que ce soit, comme tu le dis, hein, collaboratif, donc créer ensemble et surtout, ouais, comme tu le dis, ça bouge tout le temps. Donc que cette valeur, elle soit rechallengée et surtout communiquée. Donc ça, c'est peut-être un peu la grosse erreur qu'on fait au début quand on est PO. Personnellement, même moi, hein, quand on m'a dit Mhm. va falloir prioriser, je me suis dit waouh, attends, je fais comment? Je suis toute seule? Voilà, je m'étais déjà trompée là, à ce moment-là. Grave. Non, mais c'est important. Et tu as dit aussi un mot-clé tout à l'heure, c'est le côté collectif. Ça, en fait, le truc, c'est, en fait, il faut arrêter avec ce truc qui est très dogmatique de ouais, c'est le PO qui porte seul la valeur et c'est lui qui priorise tout, machin. Non, non, non. L'équipe de réalisation, elle a aussi
son mot à dire et je pense que même, elle a, une puissance de frappe de, oui, bah, en fait, je pense qu'on peut porter plus de valeur à nos utilisateurs en faisant ci parce que j'ai eu, tel et tel feedback, complémentaire. J'ai, Mmh. peut-être un peu d'intuition, par rapport à ma maîtrise de la technique. Souvent ça, on a tendance un peu à l'oublier quand on prend de la hauteur et pourtant c'est nécessaire en fait de le repréciser et dire, oui, enfin, c'est bien un collectif en fait qui produit pour des utilisateurs. Ça c'est Ouais. important Tu et as totalement raison, hein, et le rappeler aussi à notre équipe de développement parce mmh que mh, l'équipe mmh, de développement elle-même l'oublie totalement, hein. Ils sont c'est là: clair. «Alors on fait quoi en premier. Bah OK, bah venez décider ça avec moi finalement, Mmh. travaillons ça en collectif et c'est plus intéressant». Alors tu vois, Voilà. il y a plein de techniques en plus qui existent justement pour réaligner tout le monde, que ce soit, les utilisateurs, pour qui en fait on travaille et les équipes qui travaillent justement pour ces utilisateurs. Il y a un mot, il y a peut-être une définition en fait à amener sur le côté priorisation, relative. Je pense que c'est un truc qui est courant, mais les gens en fait posent pas les mots. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer ce que c'est la priorisation relative en fait, ne serait-ce que pour poser le cadre? Ouais. Bah, en gros, la priorisation relative, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement parce qu'en fait, notre Mmh. cerveau, il est câblé pour faire de la priorisation relative et pas de la priorisation absolue. De Mmh. base, on va avoir tendance à le faire automatiquement. Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est que la priorisation relative, on va prendre par exemple 10 fonctionnalités, 10 US, 10 user stories, et on va demander, par exemple, à des stakeholders de venir les classer de 1 à 10 en fonction de Mmh. la valeur qu'ils estiment de la première à la dernière et effectuer ce classement. Là, on parle bien de relatif parce qu'on va prendre les 10 fonctionnalités et venir se dire: «Bah, est-ce que la 2 par rapport à la 8, comment je les replace? Laquelle a le plus d'importance?» Et là, on est dans du relatif. Alors que quand on est dans la priorisation absolue, c'est quelque chose que le Mmh. cerveau ne sait pas faire de toute façon facilement. De base, on n'est pas câblé pour. Après, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont mieux câblés que moi, mais soit. Force à eux d'ailleurs, hein, Force d'ailleurs à eux, tout à fait. hésitez pas à venir nous le dire, hein, c'est important. Mais l'absolu, où on te propose directement une unité, on te propose pas au-dessus, en dessous, on te propose pas de quoi, faire du comparatif, de la comparaison entre celle-ci et une autre. Voilà, comment tu peux donner de la valeur absolue à quelque chose? Je pense que tu peux le faire, mais en tout cas, c'est pas une méthode, avec laquelle moi je suis à l'aise, clairement. Oui. J'ai un peu de mal à le faire. En fait, c'est un petit peu comme ce qu'on fait, au niveau développement finalement, hein. Avec l'équipe de développement, on estime aussi par rapport à un étalon quand on vient estimer en effort ou autre. Mmh. C'est un autre sujet, hein, mais Ouais. comme quoi on voit bien que dans le monde de l'agilité, dans le monde du développement informatique, on essaye toujours de prendre quelque chose et de le comparer à autre chose déjà connu Oui. ou déjà éprouvé. Et pour moi, c'est ça aussi la priorisation relative. Et tu vois, en fait, il y a aussi ce truc-là, tu te dis, oui, c'est pas une évidence et cetera, mais aussi c'est pour ça qu'on insiste sur la culture du feedback, des feedbacks courts, rapides et cetera, pour se dire: «Bah, OK, on a peut-être fait une priorisation relative qui est inhérente à un groupe», en disant: «Bah, ouais, en fait, notre priorisation, c'est ça, parce qu'on a comparé par rapport à tel et tel élément». Et la confrontation par rapport à la réalité, en fait, ne marche que si tu récupères régulièrement et de manière assez proche, en fait, ce feedback-là pour dire: «Ouais, en fait, finalement, nos hypothèses, elles étaient OK» ou alors on s'est, complètement planté et Heu, les notions, de toute façon, sont toutes connexes, hein, dans la culture agile, donc ça, c'est important, c'est ultra important de le préciser. Du c'est coup, ça, tu me comme dis, en tu le fait dis. Oui, vas-y, pardon. vas-y. Comme tu le dis, ouais, c'est clair que si ta priorisation relative, elle est basée sur une user story qui date d'il y a 10 ans avec une autre équipe avec laquelle tu bossais, mais toi, tu as pas Mmh. changé de produit, bah, là, plus vraiment très utile de faire de la priorisation relative. Autant faire un autre Ouais. type de priorisation. Non, mais clairement et après il y a des limites aussi en fonction de ton environnement, tu vois? Une des questions que j'avais notées, moi j'adore en fait cette phrase-là, c'est la priorisation par, celui qui, ou celle qui crie le plus fort, c'est, le cas, classique, presque un cas d'école d'un leader, d'un manager, de quelqu'un en fait qui arrive et qui a suffisamment de poids pour arriver et dire: «Hey, en fait on fait ça maintenant» mais en fait ça a pas beaucoup de sens, même si tu réinjectes dans la Mmh. priorisation d'équipe et ça du coup, ouais, enfin, tu ça et moi j'aime bien parler de priorisation par la douche. Tu sais, c'est, la personne qui débarque, qui, a une idée de génie en fait, qui arrive, sous la douche, qui arrive devant ses équipes et ben: «Oh, on arrête tout! La priorité numéro uno, c'est bien de faire ça» et ah ouais, mais par Ouais. rapport à quoi en fait? Et ça, du Ouais, coup, est-ce que ouais, tu as des techniques pour contrer ce genre de choses-là quand tu fais de la priorisation relative, tu vois? Sur de l'absolu, ouais.
tu as peut-être moyen de négocier parce que justement le cadre est beaucoup plus, contraignant. Mais sur de la priorisation relative, est-ce qu'il y a, quelque chose à faire en fait dans ce genre de contexte-là? Ouais, donc quand ton gars, il arrive, sous le coup de l'émotion, en se disant que, bah, voilà, c'est son truc, le plus fort. En effet, c'est quelque chose qu'on subit assez régulièrement en tant que PO. En Ouais. réalité, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup, beaucoup de sociétés dans lesquelles, bah, on a un petit peu cette pression de: «J'arrive avec Mmh. mon besoin, c'est le plus fort et en fait, je connais absolument pas tout ce qu'il y a autour. Je n'ai jamais vu le backlog, mais mon sujet, c'est celui qui doit être fait». Et en fait, Ouais. dans ce que je viens de dire, finalement, on se rend compte où est l'erreur déjà. C'est que la personne qui vient te dire que ton sujet, c'est le meilleur du monde, il a pas de visibilité. Il y a aucune Ouais. transparence entre lui, le PO, le produit, le backlog. Il faut que cette Exact. personne, elle ait la vision de l'entreprise, OK, cool, mais Mmh. il faut qu'elle ait la vision de tout ce qui se fait autour, en fait, et tout ce qui a été Oui. demandé à l'équipe, qui va venir solliciter, à ce moment-là. Donc je pense que vraiment, le point fort pour lutter contre cette priorisation qui crie le plus fort et cetera, c'est de gagner en transparence avec ces gens-là. Je pense OK. qu'il manque totalement pour moi de vision plus globale. D'accord, la et la transparence, en fait, c'est quasiment à l'échelle de l'entreprise et où il faut aller la chercher? Ouais, on peut s'aider en effet de la vision d'entreprise parce que si le gars, il est aligné avec les valeurs, la vision de l'entreprise là-dessus, bah, déjà, il va peut-être se remettre en question, mais c'est Mmh. malheureusement pas toujours le cas. La transparence que je c'est pas Ah grave, ouais. hein, il y a des gens, hein. Mais la transparence que je cherche à avoir, tu sais, c'est une erreur qui est faite aussi, chez les PO débutants, c'est: «J'ai un backlog, c'est le mien». Bah, non, 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 le backlog, Mmh. il est fait pour des gens et en fait, il faut vraiment que tout le monde voit ce qui bouge régulièrement dans le backlog. Alors je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec Jira, je demande pas à tout le monde d'aller sur Jira, mais je demande aux PO de communiquer surtout, sur, les changements de prio et ce genre de choses et ce qui va avec, la nouvelle vision de l'entreprise, Oui. ou on peut être d'accord avec le gars qui arrive en mode: «Bah, je crie le plus fort, j'arrive en disant qu'on a oublié un truc depuis 2 ans là, on doit le faire maintenant». Ouais. Bah, ouais, peut-être que le PO, il est totalement aligné là-dessus. Qui calcule ça avec, un RICE, qui a une méthode un peu fastidieuse ou qu'il le fasse aussi, avec une méthode plus claire, enfin Mmh. plus simple, hein, et peut-être plus rapide dans son esprit, bah, il peut reprioriser même si, la personne qui crie le plus fort n'a pas toujours tort. Ça Et aussi. là Parce qu'on a là tendance à vouloir, se dire: «Non, non, mais lui, il vient poser, voilà, sur la table». Désolée, je peux pas dire le mot. tu peux, hein. Mais du coup, on aurait tendance dans l'esprit humain à se dire: «Bah non, il vient comme ça, sans dire bonjour en mode, tu prends mon sujet, je vais pas le prioriser». Mais il faut pas oublier Ouais. qu'on est tous humains, il y a les émotions et peut-être que c'est le bon sujet à prioriser. Ouais et puis tu vois, en fait, tu as le profil politique en fait qui arrive parce qu'en gros, lui, il a ses objectifs, il a sa carrière à mener et cetera. Mais OK, tu Mmh. vois? Enfin, soit et après tu as une vraie question autour de la jonction entre la stratégie de la boîte. Et il y a un autre truc aussi qui est super compliqué à prendre en considération, mais pourtant c'est ultra nécessaire, c'est des contraintes légales et juridiques. Ouais. Genre, si à un moment donné, tu as une loi qui tombe et que en fait, tu dois faire évoluer, ton parc applicatif ou tes applications, tes produits, comment est-ce qu'on l'appelle, on s'en fout. Dans ce sens-là, pour être dans la norme et surtout pas avoir, de problème en termes de législation, bah, en fait, tu as juste pas le choix. Donc tu sais que tu peux remonter ta priorité en disant: «Bah, tant pis». Pour les utilisateurs, je veux dire, c'est obligatoire, donc on a juste pas le choix et tu en fait, tu un univers qui est ultra complexe parce que tu dois réussir à lier tout ça Mmh. et bah, en fait, produire des choses qui vont bien et qui accordent tout le monde et ça, c'est ultra dur. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as des techniques préférées en disant: «Ça, c'est un truc que j'utilise régulièrement en termes de priorisation, parce que ça marche bien»? Et Mmh. est-ce que tu as aussi un truc que tu déconseillerais fortement parce que tu considères que c'est claqué au sol et que faites pas ça parce que ça marche vraiment pas du tout, quoi? Ouais. Alors j'utilise des méthodes un petit peu différentes, en fait, depuis mon démarrage en tant que PO. Mmh. Il y a des trucs, assez simples à mettre en place, qui sont les matrices, valeurs-effort. Ouais. Pour moi, la matrice valeurs-effort, c'est la plus simple pour démarrer, pour débuter mais pas que. J'utilise Mmh. encore aujourd'hui pour certaines choses. En gros, j'utilise pas une seule méthode et je sais pas si tous les PO fonctionnent de la même façon, mais soit, hein. En fonction, en fait, du projet
ou si je veux travailler plus au global avec d'autres legacy avec lesquels on doit bosser, si j'ai 10 Ouais. consommateurs ou 1, ou si j'ai 4 utilisateurs ou 100, je vais adapter en fait ma façon de prioriser. Je peux prioriser la totalité de mon backlog ou je peux aussi prioriser à l'intérieur de mes petits projets. Ouais. Donc je vais pas utiliser la même méthode forcément. Si je veux une méthode, qui va fonctionner à grande échelle, j à grande échelle, le mieux c'est le RISE. Je sais pas bien le faire. Personnellement, je Bah, connais. il est pas évident, hein. Je trouve ça aussi Ouais. intéressant, mais pareil, à pratiquer, c'est quand même pas, c'est pas simple, clairement. C'est pas simple à apprendre, c'est assez fastidieux à faire. Je pense que c'est très efficace. Par contre, si tu veux faire de la priorisation à grande échelle, donc Ouais. basée sur la portée, l'impact, la confiance et l'effort, on fera pas, le détail de comment ça marche parce qu'on n'aura Oui. pas le temps. Mais en tout cas, je pense qu'à grande échelle, ça peut être la bonne solution. Après, celui que j'aime vraiment bien, c'est une matrice plutôt impact-effort. Donc Oui. pareil, je disais au niveau de la priorisation, il y a la valeur qu'on doit définir, mais en équipe, on doit également définir ce qui va être impactant, donc le Oui. mot impact, ce qu'il a pour la société. Et en fait, cette matrice impact-effort, elle me paraît très intéressante parce que c'est basé sur un objectif, en fait. Oui. Du coup, si on a un objectif qui est aligné à la vision et aligné à la stratégie de l'entreprise, Oui. normalement, on ne peut pas se tromper. Et Exact. les matrices, c'est plutôt simple à faire. Donc, en plus, je perds pas trop de temps dans les calculs du RISE qui sont un peu plus complexes. Mmh. Et on arrive à normalement apporter de la valeur en se basant plutôt sur l'impact, avec le moins d'efforts possible. Ouais, j'aime beaucoup ce combo-là aussi, c'est pareil, tu sais, le côté un peu scoré avec des critères et cetera, la notion d'impact, elle est super Mmh. intéressante. Souvent, en fait, on l'oublie, c'est quoi l'impact, en fait, que vous voulez avoir en fonction de la stratégie, vos utilisateurs et cetera. Ça, on en parle, mais à appliquer, c'est quand même pas, c'est pas facile. Mais Évidemment. d'avoir ce truc-là, plus d'avoir le ratio avec l'effort et de rendre ça visuel avec en fait une sorte de charte, tu vois? Enfin voilà, en tout cas un tableau où on va replacer les différentes choses au bon niveau et mettre en évidence, bah, en fait, finalement, ce qui porte le plus d'impact, pardon, et ce qui demande le moins d'efforts en se disant: «Ça, en fait, on peut le faire rapidement». Le côté visuel, en fait, est super Ouais. intéressant et moi, Ouais, ouais. j'adore aussi cette méthode-là. Je trouve que c'est un des trucs qui est le plus puissant et qui peut aligner, en fait, tout le monde parce que, bah, le rendre visible, c'est dire, bah, si tu vois les sponsors, tu peux leur expliquer, leur remettre du sens, dire: «Voilà» et potentiellement leur refaire valider un certain nombre de choses. Ouais, donc ça, c'est plutôt simple et comme tu le dis visuellement, ça parle aux gens, quoi. Ouais. Alors qu'en effet, le RISE que j'aime aussi beaucoup, je pense, mais visuellement, mes fichiers Excel du RISE, sont un petit peu moins sympas à pénétrer. Tu m'étonnes. «Oh non, il y a trop de chiffres, on comprend rien». Après, un autre truc que j'adore aussi, mais je pense que ça s'appelle de la pré-priorisation. Alors tu vas me dire: «J'invente un truc», hein, ça n'existe pas, Bah, mais nous, on aime bien en plus inventer des trucs, donc super. ma deuxième petite favorite là-dessus, c'est plus un atelier. Du coup, au lieu de faire de la priorisation au global, donc je vais pas faire toute ma priorisation comme ça, mais si je suis perdue sur ma priorisation, de base, je vais demander à tous les intervenants de se mettre autour, d'une table et on va faire un atelier qui s'appelle, Buy a Feature. Mmh. Qui va permettre en effet une première phase de priorisation pour moi. Je trouve cool cet atelier parce qu'il est ludique en fait, bah, ça nous parle, hein, c'est de l'argent qu'on a dans les mains avec ce genre Ouais, d'atelier donc même si carrément. c'est du faux argent, mais c'est assez intéressant de voir comment les gens arrivent à répartir une somme donnée en fonction des, par exemple, 10 fonctionnalités qui ont été présentées. Donc on est typiquement sur de la relative Ouais. avec un petit côté ludique, donc je me base pas que là-dessus, souvent je la prends comme, 1re phase de prio. Donc Tu vois, moi, c'est vraiment les choses que j'aime. je trouve ça trop bien parce que, en fait, c'est un truc qu'on a peut-être oublié ou qui est pas assez expliqué, c'est que la priorisation, en fait, c'est pas un one shot. En fait, c'est pareil, ça se mature et le fait de le faire de manière, itérative en disant: «Là, j'arrive, je fais une première version que je suis capable de rechanger, en fait, de ce que je vais faire en termes de priorisation», avec en tout cas, un premier draft ou en tout cas une première copie. Ouais, en fait, ça a du sens de dire: «Bon, on va les maturer». Derrière, peut-être qu'il y a des Mmh. choses qui vont bouger. Peut-être qu'on va aller chercher de la découpe aussi. Tu vois? Dire, «Bah, en fait, ce truc-là, il est un peu trop gros. En fait, on voit la valeur, mais peut-être qu'on peut aller segmenter les choses»
Et souvent, ça, on n'en parle pas. C'est genre la priorisation, on le fait là et puis ça bouge Ouais. pas. C'est faux, en fait. La priorisation, elle Ça bouge. bouge tout le temps. Grave. Et il y a un autre truc, c'est que pareil, admettons, ta stratégie d'entreprise, elle bouge. Tu le fais comment, en fait? Ta priorisation, elle doit aussi évoluer. Donc, Ouais. le fait d'être adaptatif sur la priorisation et de la faire évoluer en fonction de ton environnement qui est aussi mouvant, bah, je veux dire, c'est déjà une des clés, en fait, pour aller, pour faire les choses bien. Ouais. Ouais, j'adore aussi. Après, un truc, du coup, que je n'aime pas du tout, bah, ça va être compliqué parce que j'aime tout moi. Toutes les méthodes D'accord. mais Tu ce te que mouilles pas, là. bah, ouais, mais écoute, j'ai regardé un petit peu toutes les méthodes que j'ai utilisées, il y a rien où je me suis dit: «Non, ça n'a pas fonctionné». Ouais. Après, celle qui me plaît le moins, c'est la première que j'ai utilisée dans ma première société, dans laquelle j'ai bossé. Finalement, c'est peut-être la Moscow. C'est simple, c'est efficace normalement, mais je pense qu'à l'époque, j'avais peut-être pas assez de recul, en fait, Mmh. pas assez d'alignement avec ma société pour savoir exactement ce qu'on attendait et en Ouais. fait, le risque sur la Moscow, c'est de se dire: «Bah, les utilisateurs ont raison» et il y a pas que ça, en fait. Ouais. Je partage complètement. Ouais et du coup, si tu pars du constat, tu es nouveau, machin, tu es pas aligné sur la stratégie, tu as pas défini ce que c'était la valeur, ni avec les stakeholders, ni avec l'entreprise, tout ça, tu utilises ça, tu vas faire du plaisir pour tes utilisateurs. Exact. Exact. Et pareil, moi, c'est pareil, j'en suis un peu revenu, en fait, sur Moscou, sur le côté, qu'est-ce que ça veut dire, le must have, en fait? Mmh. C'est très subjectif, en vrai. C'est, Ouais. un must have collectif, individuel, et puis la notion entre le should, le must et cetera, c'est super compliqué à définir et c'est très, très flou, très, très, enfin, voilà, on Mmh. arrive sur un truc qui, au final, en fait, pas facilitant pour créer une priorisation, claire et transparente, je trouve. Ouais, c'est bizarre parce que cette, méthode de priorisation, elle est beaucoup, utilisée du coup par les débutants et en fait, c'est la Ouais. seule en fait que moi je ne donnerais qu'aux personnes très, très expérimentées parce que Oui, justement il y a ce côté feeling et ce côté oui. feeling, tu ne l'as qu'avec les années d'expérience. Moi, il y a pas de souci, hein, il y a un PO qui vient me dire: «Je fais ma prio au feeling», bah, je me dis: «OK, il a Mmh vu mh. ça dans sa vie». Mais en fait, c'est pas du feeling, c'est sa méthode de réflexion qui est peut-être plus rapide et il a pas besoin de la poser sur papier ou il a pas besoin Ouais, de voilà. Même avec les discussions qu'il a eues, hein, je toujours en collaboration bien évidemment, pas, exactement. solo. Mais celle-là, elle demande quand même beaucoup pour moi d'expérience parce que comme tu le dis, elle est beaucoup trop basée sur, du feeling et de l'envie de Ouais. certains ou un peu trop floue en fait, sur, mais qu'est-ce qui est un must have, et c'est pareil Mmh. le dernier, du coup, will not, il y en a qui disent: «Bah, on le fera jamais», il y en a qui disent: «Finalement, on le fera peut-être», donc Bah même oui. même les termes sont pas hyper clairs. Ouais, non, mais tu as raison et après, c'est intéressant aussi cet angle-là, en fait, par rapport à l'expérience. Effectivement, tu as un PO, il est sur un périmètre, fonctionnel depuis, des années. Il connaît très bien ses utilisateurs, il connaît très bien les gestes métiers et les process, il connaît très bien aussi, les équipes qui vont réaliser. Il est en phase avec, une stratégie d'entreprise. Ouais, Mmh, faire du feeling, pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance qui est la plus complète possible. Donc les ouais, critères, en fait, les critères, tu as raison, ils sont tacites. Je sais que ouais, mes utilisateurs, ils ont besoin, d'avoir tel critère respecté parce que dans leur geste métier, dans leur quotidien, c'est quelque chose qui est important. Mais un débutant, c'est tu l'envoies là, tu l'envoies à la mort, en fait. c'est Clairement, hein. ça, Franchement, il va faire: complètement. «Ah, il y a tel utilisateur, tel sponsor, il m'a dit de faire ça». En fait, tu vas te retrouver avec le cas d'école standard, tout sera en must. Ouais, Ouais. ouais, ou il a les mauvais utilisateurs finalement. Non, mais c'est ça et tu te dis: «Mais» et tout le monde veut tout de suite, grand classique et ta priorisation finalement, elle se fait pas et tu te retrouves dans, tu sais, le classique de: «Ah mais en fait je comprends pas, j'ai que des P0 là, j'ai que des priorités, ultra importantes, ultra urgentes» parce qu'en fait tu as pas posé un cadre qui est suffisamment strict et puissant, tout Et simplement. tu sais où ça va finir tout ça? Bah, on va rajouter 5 développeurs. Bah ouais, c'est soit ça, soit un burn-out, donc pas dans à déconseiller quand même, Ouais. clairement. Mais après, je Heu pense que ça peut être le cas avec d'autres méthodes aussi, hein. Je parle de celle-là parce que je pense que c'est celle qui porte le plus de risques, mais Mmh. attention à toutes les méthodes, hein.
Est-ce que tu as des critères, toi, genre un critère qui serait absolument nécessaire, en fait, sur tous les environnements pour définir ta valeur, pour te dire: «OK, ce critère-là, pour tous les utilisateurs, c'est un truc qu'on doit quasiment embarquer tout le temps»? Ouais, bah, le premier pour moi, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est cette notion d'impact qui doit être Ouais. prédéfinie, en collectif. C'est vraiment la numéro un en fait, donc l'impact utilisateur ou l'impact Mmh. business ou les 2 ou Bah les 2 oui. directement. Après, on a aussi d'autres alors les critères, il y en a beaucoup, beaucoup. On Ouais. va avoir, plutôt du gain opérationnel ou de la productivité gagnée, par exemple. Alors moi, je Mmh. travaille là actuellement, dans un métier où c'est très, très important. Oui. Donc c'est peut-être un critère que j'avais pas sur d'autres équipes et aujourd'hui, oui, le gain opérationnel et la productivité pour les équipes, j'y pense, tous les jours. Ouais. Après, on en a un qui est un peu moins connu, donc peut-être moins utilisé, qui va être le risque ou le coût d'inaction. Alors ça, j'y Ah! pense pas toujours, Ah, c'est mais du intéressant. coup, si je ne fais rien, quelle sera la perte d'efficacité, en fait, que je vais engendrer pendant plusieurs années si je ne change pas ça? Ça peut être alors, on parle souvent de features techniques à ce niveau-là, mais c'est pas que le cas. Mais Mmh. si on prend l'exemple des features techniques, ça va beaucoup parler aux équipes de développement, bah, oui, tu te gardes pas de la dette pendant, des années. Tu sais que tu as Mmh. une dette, même si c'est une dette choisie et tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir la gérer. On oublie qu'au niveau des features, c'est la même Mmh. chose, en fait. Oui. Quand on parle d'une fonctionnalité, on a de la dette fonctionnelle également et il faut faire attention à tout ça. Du coup, ce risque ou coût d'inaction, il est, pas fortement utilisé aujourd'hui, mais dans certains cadres, certaines sociétés, hein, peut-être moins pour une start-up, tu vois? Mais pour Mmh. les sociétés pour lesquelles j'ai bossé, c'est assez important. Bah, tu vois, pour une start-up, ouais, il y a peut-être un angle qui est un peu différent. Mais ouais, cette histoire de dette fonctionnelle, et cetera et inefficacité, inaction, c'est ultra intéressant parce que tu peux embarquer plein de choses. Tu as la performance applicative, mais pas que. En fait, tu as aussi de la latence dans les gestes métiers que tu pourrais parfaitement, identifier. Enfin, il y a plein de choses finalement que tu peux recouper et dire: «Bah, en fait, nous, notre but, c'est de l'éliminer ce truc-là» et de te dire: «Ouais, à aucun moment, notre utilisateur, se retrouve en attente, ça bloque son geste métier» et cetera et cetera. Donc là, ouais, tu as raison. Enfin, je trouve que c'est ultra intéressant comme angle et la dette, fonctionnelle, pour moi, ça devrait être un Mmh. basique pour Ouais. l'ensemble des PO et des PM de se dire: «Mais aussi, on la gère, en fait, cette dette». Mais je pense que les gens l'appellent pas toujours comme ça, mais en gros, bah, là, je bosse quand même pour une grosse, grosse société et on fait beaucoup on pense cible, mais on fait de la trajectoire. Ça, Ah c'est ouais! assez classique et du coup, de Ouais, la dette fonctionnelle, j'en ai tout le temps. Je fais de ouais. la trajectoire. J'ai de la dette technique, j'ai de la dette fonctionnelle sur ma feature, sur ma fonctionnalité, sur, tout ce que je suis en train de travailler. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai plus, cette visu maintenant. Donc comme je le disais, je pense qu'il y a certains cadres où, tu en as peut-être moins besoin. Ouais et puis c'est très humain en fait de surtout dans nos tafs, hein, de rajouter, de rajouter, de rajouter des trucs et à un moment donné, en fait, décommissionner des choses, ça existe, mais c'est pas non Mmh. plus un truc qui est très, réflexe naturel. Ou alors il faut avoir une cartographie très complète et de se dire: «Bah, je suis capable d'aller mesurer telle fonctionnalité, ben, finalement elle a évolué parce que ça a été remplacé» et sans avoir une vision claire et complète, donc de la stabilité, je pense que Mmh. c'est dur, d'y arriver. Tu sais C'est qu'on pas arrive, facile. quasiment à la fin. Bah, on est même à la fin en fait, voilà, c'est un truc de ouf, ça a été, super vite. Est-ce que tu as un dernier secret pour que la priorisation se passe bien? Genre, le conseil ultime que tu donnerais en fait à un PO qui soit débutant en Un pas en seul. disant un seul, le conseil masterclass. OK. Bah, pour pas me répéter, parce que sinon je vais encore te dire collaboration, tout ça. Je vais te dire que alors, le conseil ultime, bah, en fait, tout ce dont on a parlé avant, je pense que si il faut être un PO, plus qu'un PO pour pouvoir faire tout ça. En fait, pour D'accord. toute cette collaboration et tout ça, il faut être un petit peu facilitateur. Donc Mmh. c'est un autre métier, on est d'accord, hein, mais être PO facilitateur. Le Ce que je donnerais comme conseil vraiment pour que tout ça, ça fonctionne, parce que tu travailles avec des gens, tu travailles en collab et tu travailles sur des choses que tu connais ou que tu ne connais pas. Il faut être Mmh. curieux, de tout ce qui va être enjeu business, de tout ce qui se passe, savoir prendre du recul, se poser des questions. La base, hein, désolée, c'est pas Ouais, mais, super original. mais c'est super important de le répéter, en fait, on est là aussi pour ça, hein et en plus ça tombe bien parce que c'est des soft skills donc au final, Ouais, c'est des choses en fait, que ce soit PO ou d'autres rôles, mais c'est important de le dire, oui, ça fait partie du scope basique pour que ça marche bien, tout simplement. c'est ça.
C'est ça, faut vraiment, mettre tout ça en œuvre, tous les jours et en fait, tout se passe, dans la joie et la bonne humeur dans ce cas-là. Eh ben, super. Je pense qu'on a une super conclusion. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, Caroline. Je trouve que c'était très, très cool et Merci Johan. et on se dit à très, très vite. Salut. Salut! Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao ciao.